Salut à tous, bienvenue sur notre deuxième émission consacrée au cyclisme, chère auditrice, chers auditeurs. Bonsoir. À la barre ce soir, l'amiral, le capitaine de route breton, Loïc. Salut Loïc. Salut à tous. Le poussin du trio infernal, la jeune pousse du navire, Dindon. Salut Dindon. Salut. L'officier d'Occitanie, le tireur de la paillade, Rudy. Salut Rudy. Salut. Bon, alors émission un peu spécial bilan de la saison ici passée 2019. On va quand même faire un petit retour sur le Lombardie, qui était la dernière des monuments et qui a vu la victoire de Bocche Mollema, course qui s'est déroulée donc aujourd'hui. Et on va faire un petit tour de table. Y a-t-il un fait d'actualité qui vous a marqué cette semaine dans l'actualité du vélo? La mort de un coureur et la grave blessure d'un autre sur le Piccolo Lombardia. Ok. Dindon, Rudy. Moi, Rudy, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Vas-y. L'organisation catastrophique des Trois-Vallées Varésines qui condamne environ 10-15 coureurs de la gagne. Et on se retrouve avec Roglic qui gagne alors qu'il était à limite 1 minute de la tête. C'était drôle. L'hospitalisation de Raymond Poulidor. Ouais, j'allais dire, à titre personnel, j'allais dire la même chose que Dardon pour Raymond Poulidor, qui est apparemment gravement malade et qui est hospitalisé. Ancien grand champion du cyclisme français et même mondial, qui a fini de nombreuses fois sur le podium et qui était un petit peu l'étendard du cyclisme français dans les années 60-70. Donc on a une pensée à lui et on espère se rétablir. On va passer maintenant à l'actualité avec le Lombardia, le Tour de Lombardie, dernière des monuments, qui est un petit peu la course qui clôture la fin de la saison. Rudy, qui a suivi la course, va éventuellement nous faire un petit résumé. Ouais, bon, on va partir pour le résumé. C'est le dernier des monuments, comme on le surnomme, la classique des feuilles mortes. Plus de 240 km autour du lac de Côme, départ comme d'habitude de Bergame, où les coureurs s'affrontent au massif du pays lombard. Alors tout d'abord, juste résumer les derniers vainqueurs, notamment le français Thibaut Pinot en 2018, Vincenzo Nibali en 2017. En 2016, Esteban Chavez remportait le premier monument pour un Colombien, avant qu'en 2015, Nibali remportait lui son premier monument, et en 2014, Dan Martin s'imposait après le Bergamo Alta, qui était en fait dans l'autre sens du parcours actuel du Tour Lombardie. Alors, tout d'abord, il y a eu une échappée assez conséquente ce matin de 7 coureurs, composés de Marco Marcato, Tom Skeins, Rémi Cavagna, Cesare Benedetti, Enrico Barbin, Davide Ballerini et Fausto Masnada. Ils ont compté jusqu'à 5 minutes 30 maximum d'avance. Puis le direct de l'équipe, on a pu reprendre au pied de la Madonna del Ghisallo à 70 km de l'arrivée, où on a retrouvé Fausto Masnada isolé à l'avant de la course et Rémi Cavagna qui tentait de suivre le coureur de la Androni Cedermec. Malheureusement, Rémi c'est pas un grimpeur, il n'a pas tenu longtemps, et Tom Skeins il a fait une ascension de la Madonna del Ghisallo à son rythme, il a pu rentrer au sommet sur le grimpeur italien. Et c'est la Ineos qui roule, on se dit qu'Egan Bernal est très bien. Et tout d'un coup, une petite attaque de Giovanni Carboni de la Bardiani et de Bob Jungels, quand même, pas rien, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège l'an dernier, a décidé de s'isoler, d'attaquer avec Giovanni Carboni à 60 km de l'arrivée. Et l'Ineos laisse faire et arrive là le fameux mur de Sormano avec des passages jusqu'à 25%. Où ça roulait très très fort encore une fois les Ineos. Il y a eu de nombreuses attaques. Les premiers attaquants sont surtout des Bora avec Emmanuel Buchmann, Rafał Majka.
il y a eu Michael Woods qui a tenté directement sur l'offensive des coureurs de l'équipe allemande. Primoz Roglic, Alejandro Valverde sont restés un peu en retrait, préférant ne pas s'épuiser pour le final. David Gaudu a senti quand même un danger, a tenté de faire le trou directement. On notait qu'il y avait aussi Pierre Latour qui a été pas mal aussi aujourd'hui, qui a suivi le mouvement à l'avant. Puis ensuite, Bob Jungels, il y avait encore un petit peu d'avance, mais s'est fait totalement larguer après dans les forts pourcentages. Ensuite vient la descente. Bon, on remercie bien sûr la chaîne L'équipe d'avoir fait une pause pendant la descente. En même temps qu'on voit la semaine qu'il y a eu italienne, on ne dira pas plus. Alors, il y a la transition, une longue transition autour du lac de Com. Après la Colma di Sormano, environ 30 km en comprenant la descente. Et sur le plat, il y a toujours des offensives et on a le droit d'avoir l'attaque d'Emmanuel Buchmann et de Tim Wellens qui ont eu jusqu'à 20 km de l'arrivée une trentaine de secondes d'avance jusqu'au pied du Civiglio. Et le Civiglio, c'est là où ça bouge. Et ça a bougé, mais avant même l'ascension, puisque Vincenzo Nibali a eu un problème mécanique dès le pied. Et il a roulé sur un bidon, il s'est arrêté et on l'a vu de suite que le requin de Messi n'était pas du tout à son avantage. Et ensuite, quelques attaques, mais sans plus. Ça s'attaque, ça se regarde, on regarde que fait l'un, que fait l'autre. Pierre Latour qui a attaqué au moins une dizaine de fois dans le Civiglio, ça sort pas. Ça se regarde, personne veut rouler. Et Bauke Mollema se dit pourquoi pas moi, il y va, ça se regarde, il prend 5, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, puis ça se tient en secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. D'ailleurs, ça réagit pas. 30 secondes, 35 secondes, fin du Civiglio, 40 secondes. Il se passe rien derrière. Pierre Latour a tenté quand même juste au sommet du Civiglio. Malheureusement, après ses séquelles de sa chute lui a autour en début d'année, en descente, on veut dire qu'il est catastrophique. Et du coup, il y avait une quinzaine de secondes d'avance sur les favoris après la descente, mais il s'est fait rapidement rattraper par Jakob Fuglsang qui faisait la descente. Puis bas de la descente du Civiglio, il y a environ 37 secondes pour Bauke Mollema. Et c'est là que Primoz Roglic tente d'attaquer en pur rouleur. Il est sorti, en position contre la montre. Il a réussi à avoir jusqu'à 25 secondes d'avance jusqu'au pied de la San Fermo de la Battaglia où il y avait 47 secondes d'avance pour le néerlandais. On savait que c'était plié, il n'y avait pas d'organisation. Puis, ça s'est un peu regroupé côté favori au San Fermo de la Battaglia où Alejandro Valverde a posé un contre chirurgical où il a pu faire des dégâts, notamment David Gaudu qui était à la ramasse complet dans le San Fermo de la Battaglia. Pierre Latour qui a tenté tant bien de mal de s'approcher, il n'a pas pu. Et Bauke Mollema qui a eu aucun souci, c'est revenu à une vingtaine de secondes au sommet. Puis, la descente qui plonge directement vers Com. Et Bauke Mollema de l'équipe Trek Segafredo remporte son premier monument. Enfin, c'est sa plus belle victoire, c'est incroyable. Et derrière, c'est Alejandro Valverde qui règle un groupe avec Egan Bernal, Jakob Fuglsang. Côté français, au final, on se retrouve avec Pierre Latour qui termine 9e. Rudy Mollard qui termine 10e. Ce n'est pas si mal que ça. Et David Gaudu qui termine, je crois, 11e ou 12e. À noter quand même Michael Woods qui a été très longtemps tout le long de la semaine, 5e. Roglic que 7e, alors qu'il était l'un des grandissimes favoris. Buchmann qui a anticipé qui termine 8e. À noter aussi la très belle place du jeune Jack Haig, 6e de l'équipe Matchup Scott. Voilà. Très, très joli résumé, très complet. Donc, qui a vu la victoire de Bauke Mollema. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que pour vous c'est une surprise? Attendez-on ce coureur à un tel niveau, surtout pour un monument qui attire, on va dire, les plus gros cadors du peloton? Moi, je me permets de commencer. Ce qui m'a quand même un peu choqué, c'était la défaillance, la grosse défaillance de Vincenzo Nibali. Il n'a pas non plus été étincelant cette saison, mais quand même il remporte une étape sur le Tour de France.
Et ça faisait un peu mal, en sachant que vraiment en Italie, en sachant qu'il a déjà gagné ce monument, en sachant qu'il est chez lui, qu'il y a une grosse ferveur autour de lui, ça faisait un peu mal de le voir aussi dans une mauvaise forme, dans une course qui est si importante. Dano, je vais rebondir sur ce que tu as dit, que c'est terrible pour Vincenzo Nibali, mais surtout pour les Italiens, parce que les Italiens, on les a pas vus, mais on les a vraiment pas vus. Ah oui. Et c'est leur pire résultat, c'est leur deuxième pire résultat depuis les années 90. Il n'y a que 2 fois dans l'histoire qu'un Italien n'a pas fini dans les 10 premiers. Et C'est le meilleur pire Italien, résultat, c'est Giovanni Visconti. C'est le pire résultat de l'histoire pour l'Italie. Ouais. C'est la première fois qu'un Italien fait 17ème et qu'il n'y en a pas un qui fait mieux. Et oui, c'est Visconti de la Neri Setoli, donc une Conti Pro, qui est le premier coureur italien, donc ça la fout un peu mal. Quand tu sais que t'avais du Formolo, t'avais Formolo, Nibali quand même, t'avais du bon coureur, et finalement c'est Visconti qui est le premier italien, ça fait un peu mal. C'est-à-dire que vu les coureurs qu'il y avait, on s'attendait pas à une telle faiblesse au niveau italien. Mais oui, Bocco Mollema a très très bien su gérer sa course. Et je pense que la victoire est complètement méritée. Alors Bocco Mollema, pour nos auditeurs, auditrices, on peut dire c'est un coureur plutôt au profil grimpeur qui a commencé sa carrière à la Rabobank, qui est parti après chez Trek, qui était un coéquipier de luxe, qui a accompagné les leaders, notamment sur le Tour de France. On se rappelle de Contador. Bocco Mollema, c'est quand même 3 top 10. C'est 3 top 10 sur le Tour de France. C'est une 6e place en 2013, une 10e place en 2014 et une 7e place en 2015. C'est un coureur qui a toujours eu des places d'honneur, mais qui a jamais été vraiment placé, on va dire, dans des très hauts rangs. Et c'est un coureur un petit peu atypique, qui n'a pas forcément un palmarès très fourni. Mais à votre avis, comment on peut expliquer une telle performance d'un coureur ? Est-ce que c'est la défaillance des autres ? Est-ce que c'est un concours de circonstances ? Est-ce que c'est un coureur qui a gagné à l'expérience ? Par exemple, parce qu'on voit que Valverde, qui a bientôt presque 40 ans, fait 2e. Hein. Moi, je pense pas que ça soit à cause de la défaillance des autres, parce qu'on a vu que Egan Bernal était en grande forme, on a vu Primož Roglic en grande forme, on a vu Valverde en grande forme, on a vu Michael Woods en grande forme. Il y avait vraiment de la concurrence, il y avait vraiment un niveau. Et oui, l'expérience doit jouer pour sa victoire. Il a 32 ans. Et vu son palmarès, pour moi, c'est pas une surprise s'il arrive à la gagner, cette course. On voit Fuglsang qui fait 4 aussi, je crois. Hein. Ouais. Fuglsang qui a fait une très bonne. Il a 35 ans. Lui aussi, ancien. Avancé, mais expérimenté, quoi. Lui aussi, à la base, ancien coéquipier qui avait été donc à la Astana, qui avait aussi accompagné des grands leaders et qui fait une très belle saison. Parce qu'il remporte, on en parlera peut-être dans le bilan plus tard, qui a quand même, je pense, fait la saison de sa vie en remportant des classiques. Et voilà, ça, on assiste aussi j'ai l'impression, à un retour, pas des vieux briscards, mais des coureurs un petit peu, maintenant, plus de 30 ans à l'expérience, qui arrivent à s'imposer et à faire des coups d'éclat, quoi. Bah, c'est aussi, si je peux donner mon avis, c'est qu'il y a très très jeunes qui émergent. Quand je vois ceux qui ont fait la course aujourd'hui, c'est Bernal, Gaudu, donc ont 22, 23 ans. T'as Sousa qui a 21, 22 ans. Et c'est les trentenaires et les très vieux. Et par contre, on a vu que la génération Bardet, Pinot, Chavez, tout ça, ça n'a pas été sa meilleure saison, quoi. Ouais, c'est... La génération qui, en fait, c'est la génération qui a 3 Ouais, ans, on peut 4 ans. ajouter Sagan, peut-être. Ouais, Sagan n'a pas fait une bonne saison non plus. Les Yates, ils sont un peu plus jeunes, mais ils ont quand même fait une saison assez potable. Ouais, ils ont aussi, c'est à peu près la même génération. Dan Martin aussi, on peut ajouter. Ah, Dan Martin a fait une saison pourrie. Bon, on va peut-être commencer à lancer notre grand débrief, notre premier débat sur le bilan de la saison écoulée, la saison 2019, qui s'achève avec donc ce fameux Tour de Lombardie. Et donc on va peut-être pas forcément énumérer toutes les courses du classement UCI parce qu'il y en a une bonne quarantaine,
dont une grande partie qui sont des courses mineures, mais on va peut-être débrief un petit peu tout simplement des courses qui nous ont marqué, qui vous ont marqué, avec des classiques, des monuments, et puis faire éventuellement un petit bilan des grands tours. Alors là, je vais donner la parole va être libre à celui qui veut intervenir. On va peut-être commencer, donc la saison 2019 a commencé avec le Tour Down Under. C'est une petite course australienne qui ouvre le bal de l'UCI World Tour qui se déroule en janvier. On a vu donc c'est un peu les pré-courses. Et on va commencer à rentrer à parler un peu des classiques, donc avec pour moi, alors moi à titre personnel, un événement qui m'a marqué, la première grosse victoire de Julien Alaphilippe au Strade Bianche. C'était en mars. Qui est une course italienne classique, mais qui n'est pas encore un monument, mais une course qui commence à prendre de l'ampleur, avec tout simplement le début entre guillemets du règne de Alaphilippe qui va gagner après cette saison. Sa première victoire, c'est au Strade Bianche. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire sur cette course et le début de l'ère Julien Alaphilippe? Pas du tout. Les Strade Bianche en soi, on a vu Alaf a fait une belle performance, voilà. Et en fait, c'était annonciateur de ce qui allait se passer sur toutes les Ardennaises, quoi. Absolument, ouais. Donc c'est assez intéressant. Et puis, mettez les Strade Bianche au World Tour, quoi. Il est temps. Ouais, je crois que Monument, tu veux dire. ouais, monument. Monument. Ensuite, on a eu Paris-Nice avec la victoire de Egan Bernal, qui allait montrer que ça allait être lui le patron du. Avec des bordures tous les jours, quasiment. Notamment avec une victoire à Paris-Nice, une victoire dans le fameux col à Nice. Pour ceux qui sera. Daniel Felipe Martinez qui a gagné au sommet du col de Turini. Voilà, qu'on retrouvera donc sur le Tour de France normalement en 2020. Je crois que c'est la deuxième étape. Ensuite, on a eu le Tirreno Adriatico avec Primoz Roglic qui s'avère être. C'était quand même énorme Tirreno Adriatico, ça partait à 40 bornes d'arrivée, c'était des petites bosses, des petits murs. Et aussi un truc assez drôle parce que début de saison au côté français, c'était surtout voir le début de saison de Romain Bardet et Thibaut Pinot. Et on avait vu qu'à Paris-Nice, Romain Bardet a fini 6ème et à Tirreno Adriatico, Thibaut Pinot a fini 6ème. Voilà. Et là, on va partir sur le premier monument, Milan-San Remo, course italienne, classique des printemps, Milan-San Remo, et là remporté, et là c'est encore une estocade du Français Julien Alaphilippe qui remporte cette course. Il la remporte au sprint au final. Milan-San Remo, on sait comment ça se passe, hein, c'est comme l'a dit Loïc à la dernière émission, il me semble, c'est vraiment 200 premiers kilomètres, voire même 250 premiers kilomètres où il y a vraiment que du plat, et après ça s'anime un petit peu avec les bosses. Et puis non, Alaphilippe a fait, c'est là où débute vraiment pour moi sa conquête de la saison. Gagner une course, on savait qu'il était capable. Maintenant, gagner Milan-San Remo, il avait déjà fait 3ème l'année dernière. Il y a 2 ans. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour Alaphilippe la saison. Et puis les mauvaises langues diront que Arnaud Démare l'a aussi remporté. Hein. Oui, mais après, est-ce qu'Arnaud Démare a fait la même saison qu'Alaphilippe l'année où il l'a remporté? On s'entend. Après, on pourra noter que Sagan n'y arrive toujours pas, alors qu'il était dans une condition idéale. Oliver Nielsen qui fait son premier podium d'un monument. Absolument, ouais, qui fait deuxième. Fini deuxième, ouais. Et Wout van Aert qui a fini 6ème, je crois, de souvenir, qui montrait que la distance, ça le gênait pas du tout. On avance un peu dans notre calendrier. Ensuite, il y a les Flandriennes. Les Flandriennes. Les Flandriennes qui sont aux chasses gardées des Quick-Step. Voilà, et là l'émergence en tout cas de Mathieu Van Der Poel, qui est le petit-fils de Raymond Poulidor, hein, pour la petite histoire. Mathieu Van Der Poel qui remporte à travers les Flandres et qui est en train de se montrer aux yeux du monde entier. Voilà. Ouais, Van Der Poel, il était très fort. Et on l'a vu attaquer dans tous les sens. À travers la Flandre, il y a Anthony Turgis qui était pas mal, qui a terminé 2ème. Et après, dans la semaine
Et après, il y a le Tour des Flandres, et on sait très bien qu'est-ce qu'il a fait sur le week-end d'après, quoi. On passe au deuxième. Ouais, au Tour des Flandres. On passe au deuxième monument, le Tour des Flandres, épreuve mythique, course mythique, dans la continuité flandrienne. Et là, c'est un peu on va dire un peu une petite surprise, c'est Alberto Bettiol, le coureur italien, qui remporte cette course. Mais je sais plus si c'était cette course-là ou. Mais il y a deux noms très très proches à travers la Flandre et le Tour des Flandres. Mais il me semble qu'il y avait il y a peu de temps, en 2017-2015, un autre coureur pareil qu'on connaissait absolument pas et qui s'imposait sur cette course. Personne l'attendait et non, j'ai pas suivi, mais c'est sûr que personne s'y attendait. C'est comme Pedersen sur les mondiaux. C'est une surprise. Bettiol, en fait, il était exceptionnel sur le 3 Big Bang Classic une semaine auparavant, où il termine, je crois, 4e, un groupe composé avec Stibar, Van Aert et Van Avermaet. Il semblait très fort. Absolument. Et ça avait bataillé, mais pendant au moins 100 km, ça avait roulé. Et on s'attendait à ce que tout le monde dégaine, tous les quick-step et tout. Et au final, c'est Bettiol qui sort à 20 km dans la dernière ascension du vieux Quarmont. Et tout le monde se regarde. Sagan n'a pas regardé. Mais c'est surtout la clé limite de la course, c'est la chute de Mathieu Van Der Poel à 45 km de l'arrivée, où il perd totalement le contrôle sa machine. Et son vélo il éclaté en 1000 morceaux. Et il finit 4e, je crois. Ouais, je crois qu'il finit 4e, Van Der Poel. Alors il devait rattraper tous les morts sur la route, quoi. Il avait fait une chasse de 30 km avant de revenir sur les autres. Je pense que Dindon voulait parler de le coureur pour les Flandres, c'était Niki Terpstra. Dindon voulait pas. Non, c'était pas lui. D'accord. Bon. Non, Niki Terpstra. Tu mélanges peut-être avec Mathieu Heyman en 2016 à Roubaix, non? Non, j'avais vu ça, mais. Bon, là, la transition en tout cas est toute faite pour Roubaix, parce que là c'est pour de nombreux fans de cyclisme, la reine des classiques, la reine des monuments, Paris-Roubaix, le 14 avril. Et là pour le coup, c'est plus qu'un champion qui le remporte, c'est Philippe Gilbert. Très très grand coureur, sûrement un des plus grands coureurs de classique de l'histoire de ce sport. Clairement, c'est la plus belle course de l'année, parce que dès le début, ça prend l'échappée. Pendant 100 bornes, ça doit être à 48 de moyenne. Il n'y a pas d'échappée, c'est n'importe quoi. Ça roule fort, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a personne qui arrive à sortir. Et d'ailleurs, voilà, il y a eu la chute de Van Der Poel au Tour des Flandres, et la semaine d'après, il y a la chute de Van Aert à Paris-Roubaix. Il tombe 2 fois, change de vélo. Les mécaniciens font n'importe quoi. Sagan qui semblait très très fort. Je sais plus quel secteur pavé où il sort. Je crois que c'est Bercé, un truc du genre à la fin. Et il y avait Sagan, il y avait Nils Politt qui termine 2e, Philippe Gilbert. Il l'emporte. Et on pensait que Sagan allait gagner haut la main, c'était le plus rapide. Et il s'est garé. C'était la Van Der Poel au championnat du monde, quoi. Il s'est garé. Il était cul. C'est justement ce que je. Tu voulais dire quelque chose, Loïc? Ce que tu disais, non, sur la méforme de Peter Sagan cette saison. Oui, je pense que cette course, c'est là où ça nous a vraiment révélé, où a commencé la méforme de la saison de Peter Sagan, et là où a commencé la très belle saison de Philippe Gilbert. Philippe Gilbert qui va faire une super saison, qui est en remportant 2 étapes sur les Vuelta, et Sagan qui va enchaîner mauvais résultat sur mauvais résultat. Cette course, oui, ça a été un peu un révélateur. Nils Politt, qui ramène enfin un résultat pour la Katusha. Ça a été une très bonne course. Nils Politt qui fait 2 et Yves Lampert qui fait 3. Oui, ça montre aussi la domination de la Quick Step sur cette saison 2019, cette saison 2019, où la Quick Step a juste survolé à un niveau impensable le CI World Tour. On va passer maintenant à une course que j'affectionne particulièrement, mais qui a peut-être une course un peu sous-cotée ou dénigrée, c'est l'Amstel Gold Race.
Et là, c'est encore le jeune prodige néerlandais Mathieu Van Der Poel qui la remporte. Rudy. Ouais, clairement, mais j'en fais encore des cauchemars de cette course. Non, mais je déconne pas. Parce que, allez, à 65 km de l'arrivée, il se passe rien. Les 30 premières bornes de retransmission sont pas très intéressants, il se passe pas grand chose. On se dit, ouais, on va attendre tranquillement le Coburg, et puis, attaque de Van Der Poel, 65 km de l'arrivée ou 60. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il se barre seul, 60 bornes. Bon. Et puis, on attend, 10 km qui suit. Il s'est rattrapé. Tout va bien, il y aura 50 km, ça va se calmer un petit peu. Et non, attaque de Julien Alaphilippe, suivi par Jakob Fuglsang. Et les deux s'isolent. Ils font, ils doivent se barrer à 50 bornes, ils font 49,800 mètres d'échappée. Ils avaient quoi, 50 secondes d'avance tout le temps, et ils étaient devant. Et la flamme rouge, voilà, on se dit, ouais, bon, ça joue entre les deux. T'as Fuglsang qui veut un peu jouer avec Julien Alaphilippe, puis avec Battista Strade Bianchi. Bon, c'est qu'Alaphilippe allait gagner. Voilà, il reste 5 km. Fuglsang qui fera 3ème sur cette course et qui fera 2ème sur la course suivante, la fameuse Flèche Wallonne, où là c'est Julien Alaphilippe qui va remporter cette course. Bon, la Flèche Wallonne, c'est une course qu'on ne présente plus, hein. C'est aussi une course mythique de la saison. Ouais, pour revenir après, que Van Der Poel, il avait ramené tout le monde, mais de lui-même, et qu'il gagne. Alors si j'ai les 2-3 derniers kilomètres, il les a fait à fond, il gagne. Après, ouais, la Flèche Wallonne, on va dire que c'était pas aussi intéressant que l'année d'avant, parce qu'il y avait eu beaucoup de mouvements, avec notamment Nibali qui avait attaqué en 2018. Mais la Flèche Wallonne de cette année, niveau mouvement, elle était pas super. Il y avait eu nombreux abandons. Je crois que Michael Woods, il a abandonné. Je crois qu'il est tombé. Dan Martin aussi, je crois qu'il a abandonné. Adam Yates aussi, qui était tombé. Et puis, oui, la deuxième victoire de Julien Alaphilippe au sommet du mur de Huy. Alors, il y a des places assez sympathiques. Ouais, allez, j'ai fait un clin d'œil, c'est triste à dire, mais la très belle 4e place de Björn Lambrecht, quoi. Il était énorme, il a fait 4e. La suite, on connaît. Valverde aussi. Valverde qui termine pas dans les 10 premiers. Alors que c'était sa course. Oui, absolument, oui. C'était la course de... Et un certain Bauke Mollema, 6e. Déjà placé, le Mollema. Ouais. Et donc... aussi, juste le retour de Diego Ulissi qui termine 3e. Ouais, qui fait podium. On l'attendait pas. Et donc Fuglsang qui fait 3 à l'Amstel Gold Race, qui fait 2 à la Flèche Wallonne, et qui va remporter Liège-Bastogne-Liège 4 jours après la Flèche Wallonne, avec une 2e place de Davide Formolo. Jakob Fuglsang, là pour le coup, qui est en train, puisqu'il remportera plus tard aussi le Critérium du Dauphiné, qui est en train de montrer qu'il fait la saison de sa vie. Il fait la saison de sa vie, lui, l'ancien équipier en montagne. Oui. Si vous avez Fuglsang, Liège-Bastogne-Liège a été une course assez animée. Quand même, j'ai l'impression qu'elle a été quand même assez animée. Il y avait du suspense jusqu'au bout, et Fuglsang qui s'impose très très bien. La belle 2e place de Davide Formolo, qui est tout jeune. Moi, je le connaissais pas avant. Et non, ça a été une belle course. David Gaudu qui fait top 10, je crois. Oui. Il termine 6e. Oui, d'ailleurs, voilà. Michael Woods qui fait 2 fois 5e de monument cette année. Adam Yates qui termine 4e. Formolo aussi, il tourne vraiment autour sur Liège, parce qu'il avait fait 2 top 10 en 2017 et en 2018. Et là, il termine 2e. Aussi, il a fait une très belle saison Davide Formolo. Un dent de scie, mais il fait une belle saison, puisqu'il est désormais champion d'Italie. On va passer au premier des 3 grands tours. Là, nous sommes au mois de mai. C'est le Giro d'Italia, le Tour d'Italie, et la victoire de Richard Carapaz. Ça a été une surprise. Après, on voyait pas Carapaz. Moi, je voyais plus Nibali ou Roglic.
Nibali aurait pu, s'il aurait été en bonne forme, remporter ce Giro, mais il a été trop focalisé sur Roglic et ça lui a causé du tort parce qu'il termine deuxième. Et on peut dire vraiment qu'il perd ce Giro. Il a des regrets à avoir. Roglic aussi, peut-être moins que Nibali, mais il peut en avoir et Carapaz n'a qu'à savourer son Giro. Est-ce que ça a été pour vous une surprise que ce coureur Oui, c'est une énorme surprise parce que déjà il prend des tirs en chrono, je crois qu'il perd à 5 ou 6 minutes sur Roglic sur les 3 chronos. Mhm. Et il attaque dans le collet de San Carlo. Et t'as Roglic et Nibali qui se regardent et Carapaz, je crois qu'il récupère 3 minutes 40 à tous les autres. Donc, attends, mais j'ai l'étape, c'est celle qui arrivait à Courmayeur, où Richard Carapaz avait remporté l'étape avec exactement 1 minute 54 sur Roglic. Est-ce que le Giro, est-ce que le Tour d'Italie, alors depuis maintenant quelques années, on voit bien que le Tour d'Italie reprend un peu de sa superbe, commence à attirer de plus en plus de monde. C'est plus du tout un sous-tour comme parce que le Tour de France monopolisait tout le monde. Mais est-ce que le Giro, par exemple, fait pas un peu la part belle aux grimpeurs? On a vraiment l'impression que les purs grimpeurs ou les grimpeurs prennent du plaisir sur ce Tour d'Italie, beaucoup plus que sur un Tour de France où le Tour de France, on a l'impression qu'il faut être plus complet et peut-être plus rouleur pour remporter la victoire. Mais là, on a vu on l'a vu ça l'année passée. Le Tour de France, il n'y avait pas eu Thibaut Pinot, il préférait faire tout ce qui est Giro Volta. Ouais, absolument. Parce qu'il aimait bien. Après, il a décidé quand même d'aller sur le Tour parce que carrière oblige. Et il a décidé d'y rester finalement. Mais oui, il y a clairement plus de potentiel pour les grimpeurs au niveau d'un Giro. Le Tour de France, on ne pourra pas le bouger, ça reste le Tour de France. Ouais. Mais comparé à une Vuelta, déjà que le Giro s'était déjà bien démarqué, niveau spectacle, ce Giro a été bien plus élevé que la Vuelta, ce qui fait que confirmer son titre de statut, deuxième grand tour. Ouais, absolument. Mais oui, il a été assez intéressant. Il y a eu des sprints intéressants, il y a eu des étapes en montagne intéressantes, tout était bien, c'était bien géré, le climat a pas été aussi mauvais que dans le Yorkshire, ce qui a permis de pimenter la course. Ils ont bien supprimé une étape. Oui, mais c'était pas des torrents avec des flaques de 33 cm d'épaisseur. C'était une météo qui permettait de pimenter la course sans la rendre impossible et désagréable. Ça devait pas être agréable en tant que coureur, mais ça a ajouté du spectacle et ça a été un très bon Giro. J'ai annoncé plusieurs choses déjà. Il y a quoi? Il y a le début de la saison galère de Dumoulin qui abandonne dès la 4e étape. Sur chute. On peut dire aussi Simon Yates qui était à la rue complet alors qu'il faisait des déclarations disant qu'il disait déjà mon plus grand adversaire, il disait c'était moi-même. Qu'il était imbattable. Il était tellement imbattable, c'est vraiment lui-même que ça lui a causé sa perte. C'est sûr. Miguel Angel Lopez aussi, que 7e. Alors qu'on le pensait limite favori. On peut, côté français, noter la 13e place de Valentin Madouas. Oui, pour son premier grand tour, ce qui est très notable. Et des victoires, on va dire, assez drôles, quoi. Entre une victoire de Cesare Benedetti, une victoire de Fausto Masnada, et des victoires assez des surprises aussi, celle de Nance Peters, côté français. Il y a eu aussi Giulio Ciccone, qui a été une révélation, qui finit maillot à pois avec une étape. Et il y a eu la déception d'Arnaud Demar, qui, à chaque sprint, arrivait à nous trouver une magnifique excuse pour y excuser sa mauvaise place. Mais il finit quand même avec une victoire. Donc, une victoire, il finit 2e au classement du maillot Ciclamino à 13 points derrière Pascal Ackermann, qui a fait une saison exceptionnelle quand même, Pascal Ackermann. Être deuxième à la limite, être deuxième d'un général tout court, ça peut être bien, mais personne ne se souviendra d'un deuxième d'un classement annexe. C'est sûr. On va passer au... Merci pour ce retour sur le Giro.
On va passer donc à la course, finalement à la pré-course du Tour de France, le critérium du Dauphiné libéré. Et là, pour le coup, c'est Jakob Fuglsang Premier coup de encore. théâtre, déjà. Ouais. Alors, Rudy, écoute. Oui, au Dauphiné, lors de la reconnaissance du contre-la-montre, il y a eu la chute de Froome. Ouais. Surtout. Oui. Et on dit souvent que celui qui remporte le Dauphiné remporte le Tour de France. C'est pour ça que moi je me rappelle qu'avant le Tour, beaucoup avait mis Fuglsang dans les favoris outsiders. Moi, à titre personnel, je n'y croyais pas. Mais... Après, on voit que Fuglsang a gagné 2 fois le Dauphiné et il abandonne 2 fois le Tour après. Voilà. On a la confirmation que Jakob Fuglsang n'est pas un coureur de grand tour. En tout cas, tenir 3 semaines, c'est pas la même chose que tenir une semaine. Moi, j'ai trouvé ce critérium du Dauphiné aussi très très bon. La grosse chute de Froome est tombée comme ça d'un coup. Surtout que c'était pas une simple chute, c'était vraiment une chute qui avait l'air grave, qui a été grave. Ça a mis fin à sa saison. Ce qui a, dans la tête des gens, relancé le suspense du Tour de France. Il y a eu d'un coup une vraie ferveur autour du Tour de France. Les gens se mettaient à se dire peut-être qu'on peut enfin voir un Thibaut Pinot, autre chose qu'un Ineos qui va gagner, ce qui n'a pas été le cas évidemment. Mais avec Julien Alaphilippe qui gagne une étape et ça continue de prouver qu'il est le maillot en forme. Alors du coup la transition. Attends, je voulais juste parler de Wout van Aert qui était énorme. Oui, Wout van Aert, oui. Et du coup, effectivement, donc le Dauphiné. Alors, je voulais en parler un petit peu. Le Tour de Suisse, c'est une épreuve aussi un petit tour un peu minoré, mais c'est Egan Bernal qui va la remporter. Et pour le coup, on disait que oui, Froome ne serait pas là, que l'Ineos ne serait pas complet, mais on voyait que Bernal commençait un petit peu à se placer dans les courses. Il avait remporté le Tour de Suisse. On savait quand même d'instinct que malgré tout, Bernal serait le plus fort et être le favori pour le coup. Puisqu'il va remporter le Tour de Suisse tout simplement 2 semaines avant l'épreuve. Le Tour de Suisse a été quand même assez... On regarde les résultats, c'est assez drôle parce que Juan Denis a failli remporter une course d'une semaine. Ouais. Tige Benoît qui tient la haute altitude, qui termine 4ème, le retour de Carlos Betancourt qui fait 8ème. Et aussi la victoire magnifique de Hugh Carty à la dernière étape. C'était 3 cols en 100 bornes et il les a tous fait en solitaire. Et on en vient donc à ce fameux Tour de France qui pour certains a été sûrement la plus belle édition depuis 2011, depuis des lustres. Avec, on va quand même pas tuer le suspense, avec la victoire d'Egan Bernal, Geraint Thomas fera 2e et Stefan Kruijswijk fera 3e, avec un Tour de France pour le coup très ouvert parce que au départ de Belgique, les Français avaient clairement leur chance. On voyait Romain Bardet, Thibaut Pinot. On se disait qu'un Français pouvait peut-être performer sur son Tour de France. On n'a pas été déçus. Alaphilippe a été plus de 2 semaines en jaune. Thibaut Pinot a remporté le Tour Malais. Les Français ont performé et on a assisté à un Tour de France pour le coup exceptionnel cette saison et qui a vu la victoire encore une fois de la Team Ineos. Quels ont été les moments forts pour vous et pour chacun de ce Tour de France qui a été mythique pour certains? La fringale de Bardet, non. Bardet qui a perdu le Tour, je crois même dès le contre-la-montre par équipe à Bruxelles. Oui, après moi j'ai jamais cru en Bardet, peut-être parce que je suis pas un grand fan de ce coureur, mais oui, ça a été quand même dramatique de le voir dans ces conditions, surtout en tout cas, justement, concernant Bardet, il n'a pas été énorme, mais surtout mentalement qui a été énorme. Mais à la fin de la course, c'est quand même le seul Français qui va remporter un maillot distinctif. Alors que Julien Alaphilippe ne sera même pas sur le podium et sortira du général, il sera loin en général. Et Thibaut Pinot va abandonner, pas n'est pas coutume, comme à chaque fois sur les grands tours. Mais Alaphilippe repart quand même avec le prix du combatif. Et il fait un top 5. Donc oui, après, c'est pas rien.
Après, Romain Bardet gagne son maillot à poids grâce à la nouvelle réglementation qui fait qu'en haut d'école hors catégorie, ça double les points. Ah non, mais C'est c'est sûrement le détenteur du maillot à poids peut-être le plus moche des 10 dernières Oui, années. justement, c'est ce que j'ai trouvé, c'est que ça a enlevé de la splendeur au maillot à poids. Donc on est content de garder cette tradition qui fait que le maillot à poids il reste en France, mais c'est un peu la manière un peu pas propre de le garder en fait. C'est Fragile rédemption pour Bardet alors. c'est ça. Il avait rien fait. En fait, il a juste fallu lui rentrer dans la tête que le général s'était foutu, il pouvait plus rien faire. Et on lui a dit, vas-y, fais-toi plaisir, fais ce que tu veux, laisse-toi en échapper, vas-y. Et c'est bon, il s'est montré tout de suite mieux. Après, son maillot à poids est discutable. Il se bat par Quintana sur l'étape de montagne. Quintana qui était c'est ça qui est... C'est le pire, c'est que il prend les échappées, oui, mais il va pas chercher une victoire en maraudeur, ce qu'on aurait pu lui demander quand même, ça reste Bardet. Et surtout, enfin, tu voyais en galère avec le maillot à poids pour défendre le maillot à poids contre Tim Wellens, quoi. À un moment, c'est pas le niveau auquel on attend. Après, il y a eu aussi cette dramatique, ce dramatique histoire qui continue la malchance à la française Thibaut Pinot. La bordure d'1 minute 40 secondes perdue déjà par avant aussi. Déjà, je n'arrive toujours pas à comprendre comment et pourquoi ça n'arrive qu'en France, ces trucs. Il n'y a qu'en France qu'on peut abandonner un grand tour parce qu'on se tape le genou dans un guidon. Ça n'arrive qu'en France et pas ailleurs. Bah, on critique, on dit souvent que la Sky est une machine et que c'est une équipe même parfois un peu suspecte, mais ça n'arrive jamais à la Sky ou à la Ineos, des incidents comme ça. Surtout Dauphiné, hein. Non. Mais sur le Tour de France, ils ont parfaitement contrôlé ce qui a amené la victoire de Bernal et de Geraint Thomas. Geraint Thomas finit deuxième alors qu'en montagne, il a été mangé pratiquement par tout le monde, quoi. Et donc voilà. Et donc du coup, quand même un petit clin d'œil aussi pour Alaphilippe qui fait aussi un tour magnifique, qui fait une saison magnifique. Voilà, vous retrouverez un magnifique thread sur le Twitter de notre radio, octé par le tirailleur de la paillade Rudy, qui a fait un magnifique thread sur Alaphilippe. Donc pour ceux qui sont fans de square, n'hésitez pas à aller sur notre Twitter. Je vais peut-être rebondir un autre truc sur le Tour de France, les deux running gags, franchement, Johan Ofredo et Stéphane Rossetto. Ouais, Stéphane Rossetto, qui sont amis dans la vie. Donc. Johan Ofredo qui finalement ne termine pas dernier. Dommage. Désormais, on ne parle plus de lui. La très mauvaise forme d'André Greipel. Ouais, bon, en même temps, voilà. Hein. Greipel, ça finit un peu comme Kittel, ça finit comme Cavendish. C'est les sprinters qui ont leurs années de gloire, comme Sagan en ce moment, qui commence à être sur le déclin et qui a pas voulu terminer dans les méfonds du cyclisme comme eux, et qui a arrêté maintenant. Mais oui, saison catastrophique, où quand même il y a Barguil qui fait mieux au sprint que Greipel. Thibaut Pinot n'aurait pas abandonné dans les Alpes, il aurait pu battre Bernal. Avec des Alors Loïc, tu veux intervenir? Ce débat, il n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être parce qu'il a abandonné, c'est comme ça, etc. Bien sûr. Mais si on s'en tient à la forme qu'il a montré, etc., où oui, techniquement, il pouvait battre Bernal, certes. N'empêche qu'il a perdu. N'empêche qu'encore une fois, faut toujours remonter à Bernard Hinault pour voir un Français qui gagne le Tour. On va continuer à attendre. Juste peut-être un dernier truc sur le Tour, c'est que la Movistar a remporté le classement par équipe et ils sont pour changer. Voilà. Ouais. Effectivement. Jean Bertrand, Nero Quintana. Ouais. Et Michael Landa aussi. J'aimerais revenir sur un point avant qu'on change de sujet comme vous voulez. Je voulais juste, bon là on a parlé du Tour un peu brièvement, il y avait la Vuelta, après on clôturera la saison, la Vuelta qui a été remportée par Primož Roglič qui va finir au numéro 1 mondial du classement UCI. Voilà votre avis sur cette Vuelta, est-ce que c'est un Tour qui est tout simplement boudé par les grands, quid de cette course? Juste avant de parler de la Vuelta, j'aimerais qu'on fasse un petit tour par la Pologne. Le Tour de Pologne a quand même bien secoué le cyclisme. J'ai vu la victoire de Pavel Sivakov. Pas tellement.
pas tellement, c'est pas l'événement le plus important qui s'est passé pendant ce Ça. Tour de Pologne. C'est. Alors, juste avant, il y a la classique à San Sebastian. C'est avant, il me semble, Remporté ouais, par la classique à San Sebastian, c'est avant le Tour de Pologne, c'est ça? Alors, la Ouais, classique, ça, c'est pas très... ça commence le même jour, en fait. Voilà, c'est Voilà, donc avant. on a une classique à San Sebastian où on voit Evenepoel, le prodige, Belge. qui remporte sa première course à ce niveau-là. Tout le monde est impressionné, etc. Et donc, c'était le début d'une belle semaine sur le cyclisme. On était sur un Tour de France qui avait fait vivre des belles émotions, notamment sud-américain, premier vainqueur sud-américain de l'histoire. On a Evenepoel qui bat tous les favoris sur la Classicoa. Et on se dit, bah, finalement, le cyclisme va bien. On oublie les problèmes qu'on avait eu auparavant. Je pense notamment à Michael Coulthard, qui, voilà, sur le Paris-Roubaix 2018. Et là, donc, sur le Tour de Pologne, je sais plus si c'est sur la deuxième ou troisième étape. Troisième étape. Et la troisième. Lambrecht, voilà, qui meurt, hein, après un arrêt cardiaque et une chute, enfin, enfoncement de la cage thoracique, enfin, poumon perforé, la totale. Et ça va être le premier d'une longue liste, puisque il y en a un qui est mort sur le Piccolo Lombardia. Récemment, il y en a un qui est mort à l'entraînement, un jeune espoir encore de 22 ans. Donc, oui, il y a encore un petit problème de mortalité chez les cyclistes. Et je trouvais que c'est assez important de souligner quand même que il y a encore quelques problèmes à corriger là-dessus, quoi. Du coup, un petit tour vite fait sur la Vuelta. Alors, la Vuelta, dernier des grands tours. Voilà, qui a été victoire de Primoz Roglic. Votre avis, vous avez pas de course, est-ce que Primoz Roglic est-il un coureur surcoté, par exemple? Qui commence? Allez, vas-y. Il suffit de résumer en quelques mots. La Volta, c'est pas de concurrence. Ouais, Et- voilà. Ça répond à la question que c'est une course qui est boudée par la plupart des groupes du circuit. Parce que, ouais, il y a un écart entre les meilleurs énorme. Le 10e termine à 22 minutes. C'est énorme. Et surtout, enfin, pendant la Vuelta, dans le top 10, t'avais des mecs comme Hagen, quoi. Oui, il y a Frédéric Hagen qui termine 8e. Moi, je voulais revenir quand même sur Primoz Roglic. Pour moi, il gagne cette Vuelta uniquement grâce au contre-la-montre. Je vois pas, parce que il met un éclat pas possible à Nairo Quintana. Il met un éclat à tout le monde sur ce contre-la-montre. Et c'est plié. Et du coup, à partir du moment où tu sais que Roglic part avec 2 minutes d'avance, que tu sais que Miguel Angel Lopez est pas à son max de forme, et que tu sais que bon, Valverde, la haute montagne, même s'il est très en forme, tu sais qu'il va pas faire mieux qu'un Roglic, et que Quintana, ça fait dents de scie, bah tu sais que Roglic va gagner. Il n'y a plus aucun intérêt en fait. Et ce manque de concurrence a permis à la révélation de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, oui, grosse révélation. Grosse révélation, Pogacar. Qui avait Qui remporté gagne météo, le Tour de l'Avenir, non? Ouais, en 2018, et je crois qu'il y a 2 ou 3 étapes, je crois qu'il gagne. Ouais, 3 étapes. Et cette Volta nous a montré l'absence totale de stratégie à la Movistar. Effectivement, c'est ce qu'on avait mis en avant dans la dernière émission. Ah bah d'ailleurs, le 9e, Marc Soler, on va applaudir l'étape d'Andorre. Hein. Marc Soler qui démonte son vélo, il tape dessus parce il doit attendre Quintana. Bon, on a essayé d'être un peu d'être clair et un peu structuré sur l'énumération. Au niveau des sprints, les premières victoires de Jakobsen en grand tour.
Voilà pour la saison 2019. Enfin, en tout cas pour ceux qui n'ont pas suivi la saison, le gros des courses. Alors du coup, quels ont été vos moments forts, vos tops et où vos flops? Est-ce que sur cette saison, il y a des événements ou un événement, pas forcément plusieurs, qui vous a marqué, qui vous a enthousiasmé? Quels ont été vos coups de cœur? Voilà. Un petit tour de table et après on passera au coup de gueule, au flop. Bah, qui commence? À celui qui veut commenter. Moi, je veux bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent? Non, vas-y. Bah, il y a évidemment, vu que le Tour de France est la grosse partie de la saison, c'est l'abandon de Thibaut Pinot. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses. Mais il y a l'abandon de Thibaut Pinot. Au niveau grosse surprise, au niveau coureur, on a la révélation Mathieu Van Der Poel. Ouais. Qui a fait de surprise en surprise au fil de la saison. Et on a aussi... mais excellente, il est numéro 1 mondial d'ailleurs. Pour moi, la révélation de l'année, ça reste Evenepoel. Parce que même si tout le monde disait oui, ça va être le nouveau Merckx, etc. Le mec va te claquer une classique pour un tour et les championnats d'Europe du chrono, comme ça, en tant que néo-pro, comme ça, direct, hop. Et tu vois que le mec est en constante progression. Tu dis qu'un mec comme ça, sur la Vuelta, ça fait top 10, quoi. Donc c'est assez... le mec est assez impressionnant, quand même. Vas-y. Oh, je vais peut-être pas trop parler du coureur super bon, Casper Asgreen, peut-être. Franchement, c'est une petite révélation pour moi. Peut-être Casper Asgreen qui est polyvalent dans tous les côtés. Il fait 2e du Tour des Flandres, 3e en Californie, et a très bien aidé à la Philippe. Franchement, j'ai bien aimé ça, la saison de Casper Asgreen. Cocorico. Moi, Fuglsang parce que c'est un coureur un peu profil vieux briscard qui a plus de 30 ans, qui a longtemps été un équipier, qui a longtemps, on va dire, j'ai l'impression un peu rangé son frein, et là j'ai l'impression qu'il s'épanouit et qu'il a pris du plaisir à la Astana, qu'il a un rôle un peu de leader assumé et confirmé. Il a quand même remporté Liège-Bastogne-Liège, il a fait des belles places d'honneur sur la Flèche Wallonne, il a quand même performé, il a remporté le Dauphiné. Là encore, il a fait une belle place d'honneur sur le Lombardie. C'est un coureur qui, pour moi, est à son prime et est à la plénitude de sa carrière à plus de 30 ans, un coureur incroyable qui avait commencé, je crois, à la CSC à l'époque, qui se rappelle, c'était avec les Carlos Astre, etc., tous ces coureurs-là. Et c'est un coureur un peu atypique qui finalement révèle sa plénitude et son pic de forme à plus de 30 ans, ce qui est assez rare. Donc Fuglsang. Sinon, niveau flop, est-ce qu'il y en a qui veulent commencer? Thibaut Pinot, je vais me lancer. Thibaut Pinot, même si c'est un peu facile et que c'est un peu une cible facile, mais Thibaut Pinot parce que retomber dans ses vieux démons, retomber dans ses travers, que je pense qu'intrinsèquement c'est un coureur qui a le potentiel pour remporter un grand tour, qui pouvait gagner le Tour de France. Prendre une bordure d'1 minute 40, pour moi c'est une faute professionnelle, c'est une erreur de débutant, même si c'est pas le seul responsable. Thibaut Pinot, c'est quand même un coureur qui est fragile. Je pense qu'il n'est pas dans le déni, je pense qu'il le sait, mais c'est un coureur qui a quand même plus de 30 victoires, alors que Bardet il en a même pas plus de 7. Et je pense que Pinot est un coureur qui intrinsèquement était le seul depuis des lustres, depuis 10-15 ans à pouvoir gagner le Tour de France. Il a craqué à 2-3 jours de l'arrivée sur les champs. Il est retombé dans ses travers et c'est un coureur qui abandonne un grand tour sur 2 à chaque fois et c'est fatigant, c'est usant. Donc du coup c'est un coup de gueule parce qu'on sait pas comment. C'est un coureur qui est imprévisible, on sait pas quand il peut craquer et du coup ça devient lassant et c'est comme ça, c'est le vélo. Ça, c'est pas sa faute s'il craque. Bon, il est blessé. Oui, bien sûr, mais en même temps, je me dis que, tu vois, il y a des coureurs qui ne craquent pas. C'est ce qui fait la différence entre les vrais champions et les bons coureurs.
On reproche on reproche beaucoup à la Sky, par exemple, depuis des années, d'être une machine de guerre, même d'utiliser des méthodes un peu suspectes, mais toujours est-il que des gros comme Thomas, qui lui a remporté le Tour en 2018, n'a jamais craqué, il a toujours été là, il est peu blessé, il a toujours performé. Donc à un moment donné, si on veut qu'un coureur français gagne, il faut se donner les moyens et puis passer outre aussi ses défaillances. Moi, j'aimerais revenir sur 2-3 flops rapides. La Nasser Bouhanni, qui a été pendant plusieurs années le meilleur sprinter français à égalité avec Arnaud Démare. Il faisait jeu égal vraiment avec Arnaud Démare. L'année dernière, sa saison n'a pas été excellente, mais bon, il a quand même fait une étape sur la Vuelta, donc on peut relativiser. Là, sa saison, ça a été le néant. Sa saison en Nasser Bouhanni, ça a été quoi ? Ça a été rien. Il abandonne sur le Critérium du Dauphiné dès la 2e étape, je crois. Sur le Grand Prix de Fourmis, il fait une chute. Comment il a fait ? Faute professionnelle. Tu peux pas faire ça quand tu es censé être l'un des meilleurs sprinteurs de France. Tu peux pas déraper comme ça. J'ai regardé là son palmarès de 2019. C'est 4e des 3 jours de Bruges-La Panne et 2e du Grand Prix Marcel Quinte. Et c'est tout. Il n'y a rien. Ça a été. Mieux de lui. Après, il y a aussi la Dimension Data qui a été. Qui est une équipe depuis plusieurs années en grande défaillance. Mark Cavendish qui, bon, ne fait plus rien dû à son âge. Heureusement qu'il y avait Boissonhagen pour relever le niveau, qui met quand même une étape sur le Critérium du Dauphiné, ce qui est pas rien. Pour une équipe en détresse comme la Dimension Data, c'est quand même une belle performance. Et puis il y a aussi la Katusha qui a été très très faible. Zakharine qui n'a pas montré un très bon caractère, le manque de résultats. Voilà. Rudy, si t'as un coup de gueule. Je regarde la saison des coureurs et il y en a 2 qui m'ont venu à l'esprit, c'est Miguel Angel Lopez et Simon Yates. Oui, complètement. On comprend pas. Yates qui survole les grands tours l'an dernier. Et là, j'ai l'impression qu'il performe quand il a envie presque. Comme un petit peu à Paris-Nice ou quoi. Il est là. Il y a l'impression d'une telle facilité, mais non. Le Giro, je sais pas comment il a pu avoir ce niveau de Giro aussi faible. Et au Tour, remporter 2 étapes après. Ouais. Et Miguel Angel Lopez, c'est par rapport à la Vuelta peut-être Giro aussi. Il finit même pas dans les 5 premiers. La Vuelta, il fait même pas sur le podium. Alors qu'on le dit, peut-être que c'est l'un des meilleurs grimpeurs au monde. Avec, je crois, je dis pas de bêtises, mais il y a 0 victoire d'étape à lui-même. Je parle pas le chrono par équipe d'Astana, mais il n'a pas de victoire d'étape sur les grands tours, je parle évidemment. Il avait fait pourtant un très bon tour de Catalogne qu'il remporte. Il avait fait un bon tour de Colombie qu'il remporte aussi. Et après, rien d'autre. 7e du Giro, 5e de la Volta. C'est vrai que la Vuelta, il a été absent. Il se fait voler, entre guillemets, le classement des jeunes par Tadej Pogačar qui, lui, a réussi à être performant. Et on le plaçait comme l'un des favoris où on s'attendait à une énorme bataille entre ces deux-là. Et au final, il se montre très très peu performant. Il fait des résultats moyens et surtout, j'avais du mal à comprendre leur stratégie car tous les jours, le maillot rouge changeait et ça faisait quelqu'un d'autre, Miguel Angel Lopez. Et ça a fait ça pendant environ une semaine. Surtout aussi
Quand c'est quelle étape? Los Machucos, que l'Astana roule toute l'étape et que Lopez craque et n'a rien fait d'autre. Et tous les jours, Astana roulait pour lui. Loïc, si Loïc est là, Loïc, ouais, t'avais un coup de gueule à placer éventuellement? Ouais, je vais avoir deux coups de gueule. Enfin, un coup de gueule contre un coureur et un coureur plutôt contre une équipe. Après, parce que j'hésitais à parler du BCI, mais bon. Ouais, on pourra en faire une émission aussi. On pourra en faire une émission entière sur le CI. Tiens, pendant l'hiver, on fera ça. Peut-être une bonne idée, ouais. Loïc, on Mais t'écoute. alors, mon coureur, mon flop de l'année, ce sera Arnaud Démarre. Oui, Oui, c'est pas faux, oui. oui. Qu'on nous a vendu comme l'année de la vengeance sur Paris-Roubaix. Magnifique. Qu'on nous a vendu comme le sprinter confirmé de cette année. Exceptionnel. Et qui en plus, après le tour magnifique, le Tour de France magnifique quand même, le Groupama FDJ, victoire d'étape, esprit d'équipe à fond et tout, vient foutre la merde en disant oui, moi l'année prochaine je vais être sur le Tour. Et après, il se fait fumer par la porte sur le Tour de Poitou-Charentes. Hein. C'est la seule course qu'il peut gagner. Maintenant, il la gagne même plus. Allez hop, Arnaud démarre. Moi, je suis Madio. Je me dis, écoute, Marc Sarro, il commence à être bon. Je vais mettre un vrai train, Marc Sarro. Voilà. Tant pis pour les sprints. J'ai du très bon grimpeur. Et Arnaud démarre. Il va aller voir en Conti Pro comment il est la soupe là. Allez hop, ça dégage. Ce que tu viens de dire me vient de me faire penser à un truc. Peut-être qu'ils ont envoyé Marc Sarro sur la Vuelta pour voir comment il peut se débrouiller. Il n'avait pas un vrai train, mais vu ses résultats, avec un vrai train, Marc Sarro peut faire jeu égal. Ouais, Je pense que Avec Démarre, non. pas si largement. après, je pense que ce qui floppe chez Desmar, c'est plus son mental. Il aime pas frotter. Ouais, Et pour un exactement, sprinter, ouais. pour un Il aime pas sprinter frotter, niveau ouais. grand tour, tu peux pas dire ça. C'est comme si t'étais un grimpeur et tu disais ah non, j'aime pas les hautes altitudes. Et bah alors, Tu peux pas. à ce moment-là, Démarre, il va faire des sorties où il fait des chronos de 40 bornes. Et il va apprendre à passer du pavé, ce connard. Hein. Et il va arrêter de faire chier son équipe à changer d'humeur tous les jours. Là. Parce que ça... Moi, à la place de Madio, j'aurais pété un plomb. Et sinon, j'ai fait un coup de gueule global contre la Direct Energy. Attention, pour la vendre, s'il te plaît. La Direct Energy, c'est une blague. Hein. C'est vrai. Mais c'est la plus belle blague du cyclisme français depuis très longtemps. L'année dernière, ils avaient fait une assez belle saison, quoi, il faut l'admettre. Ils avaient remporté 2 victoires sur Paris-Nice. Ils avaient fait venir Calme-Jeanne et même Taramae avait fait des beaux trucs, etc. Bon, voilà. Là, cette année, on nous a vendu, oui, Total arrive, etc. Ça va être une grande équipe. Tu recrutes Terpstra. Tu commences ton année, tu remportes le Grand Prix d'ouverture, la Marseillaise. Tout le monde s'extasie, tout le monde est là, waouh, c'est génial et tout. Et puis après, plus rien. Mais pas plus rien pendant 1 ou 2 mois, non. Plus rien jusqu'à la fin de l'année. Un nouveau maillot moche. Non. Bon, après, ça c'est subjectif, mais quand même, Oui. par rapport au noir et jaune, qui était quand même assez important dans le peloton. C'est un maillot trop épuré qui ressort pas dans le peloton comme avant, alors qu'on voyait les noirs et jaunes. Ils savaient que les mecs allaient attaquer, tu vois. C'est un peu comme le vert de Robcar ou le orange de la Euskaltel. C'était des couleurs qui signifiaient quelque chose. C'est vrai. Là, le maillot est moche. L'esprit d'équipe en soi est bof. C'est-à-dire que ça gagne plus. Mais genre vraiment, ça ne gagne plus. Tour de France, des fois, tu oubliais qu'ils étaient là. Tour de France, ils n'ont rien fait. Et puis aussi, bon, la communauté Total Direct Energy en général sur les réseaux est assez attaquante là-dessus. Mais ça a fait du grand recrutement. Et à part la Tropicale Amissa Bongo, ça a bégayé en World Tour. Donc Jean-René Bernodeau s'est fait passer devant par la Cofidis, ce qui était prévisible. Il s'est fait passer devant, à mon avis, par l'Arkea. Et il y a de fortes chances qu'il sera passé devant pour la Vital Concept. En tout cas, j'espère qu'on aura enfin la Vital Concept
sur un grand tour, que ce soit à la place de la Wonchi ou de la Direct Energy. Mais là, clairement, la Direct Energy ont intérêt à faire une bonne saison 2020. Sinon, attention à la chute, parce que la Vital Concept a gardé ses cadres, a gardé Cyril Gauthier, a gardé Vichot, a gardé Pierre Roland qui a fait 20ème du Lombardia quand même. Donc Vichot va revenir de blessure, il sera en forme. Gauthier et Roland seront là. T'as fait venir Frédéric Bacart, tu fais venir Cyril Barthes, du bon puncher, tu fais venir du jeune espoir. Voilà, moi je pense qu'on peut voir de grandes choses de la part de... On peut voir des grandes choses de la part de Vital Concept et on peut peut-être voir la fin de l'ère Jean-René Bernodeau qui commence vraiment à déconner, même dans sa gestion du Vendée U, où il vire le meilleur corps du Vendée U, Clément Orso, hein, pour ceux qui suivent un peu. Clément Orso, qui est le meilleur sprinter du Vendée U, se fait virer, alors que c'est lui qui a rapporté le plus de victoires. Donc on verra bien comment ça va se passer. Mais je pense que là, Jean-René Bernodeau, il a apporté beaucoup au cyclisme français, il a fait de grandes choses. Mais là, il est temps de ranger ses affaires et de partir. Voilà, c'était ça le coup de gueule. Je suis sur le bilan de la victoire de la Team Direct Energy, et c'est vrai que c'est très très faible. Quand on t'annonce un Niki Terpstra qui est un multiple vainqueur d'Ardennaise et de Flandrienne, tu t'attends à de gros résultats. Et là, on sort quoi ? On sort des victoires sur au max du 1 HC. Et là, c'est pas drôle sinon. Et Lilian Calmegène, ça m'avait fait rire, Lilian Calmegène qui nous sort un petit chute lors de sa victoire sur le Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. pour nous dire que, attendez, pour nous faire, oh là là, les critiques, taisez-vous, alors que c'est quand même... Et alors qu'en 2017, il y a une étape du Tour de France, en 2 ans, on a quand même vite chuté. Et donc, oui, ça va pas plus haut que du 1 HC. Nicolo Bonifacio a fait une super tropicale à Bissabongo, c'est très bien pour lui. C'est pas la meilleure course, mais voilà. Il gagne 2 kermesses en Belgique, c'est bien. Il fait 3ème sur les champs, c'est très bien. Et après, mais c'est des courses classiques de l'Ardèche. C'est vraiment... c'est même plus de la seconde zone. C'est une très mauvaise saison pour la team Direct Energy, alors qu'on nous avait vendu des choses énormes. Bon, on a fait un petit tour alors de vos tops et vos flops. On va clôturer l'émission. Du coup, on va clôturer l'émission. Alors du coup, il n'y a plus de course. Hein. On achève la saison là avec vous. Non, on peut dire c'est les courses Marechko en fait. Il reste Paris-Tour. Oui, Paris-Tour demain. Enfin demain. Quand vous verrez, normalement ça sera passé. Et j'avais juste une petite question pour clôturer l'émission. Donc la saison 2020, la saison prochaine. Est-ce qu'il y a un coureur qui, pour vous, va éclore? Est-ce que vous avez une attente sur un coureur particulier pour la saison à venir? Voilà, pour finir l'émission. Est-ce qu'il y a un coureur que vous allez suivre ou un coureur sur qui vous avez beaucoup d'espérance pour la saison à venir? C'est une question ouverte. Vas-y, je vais commencer, tiens. Il y en a 2. C'est Cyril Barthes, d'un côté, qu'on a très peu vu sur les courses françaises, qui va à la Vital Concept, qui à mon avis peut prouver, puis la Vital Concept en général peut enfin éclore. Et je vois, il va revenir en forme. Roland a récupéré sa forme, Gauthier a récupéré sa forme. L'année prochaine, ça peut faire mal. Et sinon, en coureur pur, je pense à Champoussin, qui a fait 9ème sur une des classiques italiennes qui finissait en montagne, là, celle qui Le Grand Piemontais. Le Grand Piemontais, voilà. Donc, à voir ce que peut faire Clément Champoussin, qui a 21 ans, je crois. 22 ans, je ne sais plus. Et qui, à mon avis, peut être très très fort. Et sinon, dans les petits stagiaires qui peuvent être dans les stagiaires qui vont devenir pro, Attila Viviani, le frère de Egal Viviani, qui a remporté une kermesse avec le Cofidis en tant que stagiaire. Et Gaudu pour la confirmation. Gaudu a montré de grandes choses. Gaudu sera sans doute leader sur le Giro. Il est temps de montrer ce
Montrer de quel cran il est fait. Je pense pas personnellement. Il y aura sur le Giro, on verra. On verra, mais il est temps de montrer que ça peut être un des meilleurs grimpeurs français. Il a déjà un peu montré cette saison quand même. Hein. Oui, mais tu sais bien qu'il faut que ce soit un Breton qui gagne après Bernard Hinault. Seul un Breton peut gagner après un Breton. C'est comme ça. Rudy ou Dindon? Vas-y, Dindon, si tu veux. Moi, il y en a deux que j'attends. Ça serait Mathieu Van Der Poel. J'aimerais bien, même si c'est peu possible, mais j'aimerais bien voir Mathieu Van Der Poel sur une course, un grand tour. Ça va pas être possible. Cette année, non. L'année d'après, peut-être. Mais j'aimerais bien le voir sur un retour. Et puis j'attends également la confirmation pour Van Der Poel. Il nous a fait une superbe saison. Est-ce qu'il est capable de réitérer ça ou c'est comme Fuglsang, c'est la saison de sa vie? Mais oui, Van Der Poel devrait nous impressionner. À voir ce qu'il peut faire sur un grand tour. Est-ce qu'il peut aller chercher des étapes en grand tour? Et ensuite j'attends aussi Marc Sarrault qui commence petit à petit à prendre de l'importance. On est bien parti avec son premier grand tour qui était la Volta. Pourquoi pas le réaligner l'année prochaine? Et Marc Sarrault, à voir ce que ça va donner. Il remporte sublimement le Tour de Vendée et la Coupe de France au passage. Il remporte plusieurs étapes, 2 étapes ou une étape à l'Étoile de Bessèges. Donc Marc Sarrault, à voir ce que ça va donner. Il a du potentiel pour faire partie avec encore un peu d'expérience dans le gratin du sprint français. Ok, Rudy. Alors moi j'ai plusieurs noms, j'en ai 8, allez, on va dire, on va passer assez vite. Tout d'abord la confirmation des deux monstres, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Ouais. Surtout voir Evenepoel sur un grand tour, peut-être la Vuelta en fin d'année 2020. Je pense que ça pourrait être envisageable. Tadej Pogacar, j'aimerais vraiment le voir leader, peut-être sur le Giro. Ça serait intéressant de voir comment il pourrait se débrouiller. Sinon après c'est pas je vais dire beaucoup de jeunes, mais j'en ai un autre aussi, c'est Nairo Quintana, comment il va se comporter chez l'Arkea. C'est quelque chose d'assez intéressant à voir. Puis après voilà, c'est pas mal de jeunes, je veux dire Jaakko Hänninen qui est fini 3e des championnats du monde en 2018, qui est chez AG2R désormais, qui est stagiaire depuis août dernier. Voir comment il pourrait évoluer chez Vincent Lavenu. Notre jeune, c'est le récent vainqueur du Tour de l'Avenir, Tobias Foss, qui a signé chez Jumbo Visma. Et quand on voit l'équipe Jumbo Visma et comment elle s'améliore, le norvégien pourrait être pas mal. Le sprinter italien Alberto Dainese, champion d'Europe espoir, qui va signer chez Sunweb et qui risque d'engranger peut-être 5 victoires, une dizaine de victoires professionnelles, je pense, quand même, l'an prochain. Ensuite, Simon Guglielmi, qui a signé chez FDJ, qui a porté le maillot jaune lors du Tour de l'Avenir, qui a été très bon au dernier Piccolo Lombardia, que je trouve qui est dans la lignée des Thibaut Pinot, des David Gaudu, des Valentin Madouas, chez la formation de Marc Madiot. Et ensuite, le coureur que j'attends le plus, qui va peut-être surprendre, ça sera Davide Ballerini, qui signe chez Quick-Step. C'est le fils de Franco Ballerini qui a remporté le Tour des Flandres. Et un Ballerini dans une équipe qui est concentrée sur les classiques flandriennes. Je vois bien Ballerini remporter une classique flandrienne au retour dès l'année prochaine. Surtout que Ballerini a remporté les Jeux européens cette année. Aussi. Même si c'était au Kazakhstan, je crois, non, c'était à Bakou, je crois, en Azerbaïdjan. Personne n'a regardé. Mais ça montre que quand même, sur les courses d'un jour, il est bon. Sur les courses d'un jour type classique. Bon, allez, à y être, hein. On est sur Pro Cycling Stat, on peut regarder sa saison vite fait, qui a des Ballerini. Ah oui, bah, à y être. Il faut pouvoir utiliser ses sources. Hein. Il a fait le Tour de Lombardie, notamment aujourd'hui. Il a fait 4e de la Bruxelles Classique. Il a gagné, c'était en Biélorussie, les Jeux Européens. Il a le maillot à poids du Tour de Californie. Ça montre comment il est polyvalent. Un top 10 sur une étape de Tirreno.
un podium d'étape à Oman. Niveau classique, il fait 19e de Milan-San Remo, 17e d'à travers la Flandre, 31e de Paris-Roubaix. Il est là. Podium d'une étape au Dauphiné aussi. Donc, à voir l'année prochaine. Toi, tu penses qu'il peut remporter une ardennaise ou une classique pavé? Un classique pavé plus. Genre à travers la Flandre ou un Gang Vegan? Non, à travers la Flandre, un E3 Relbec, je vois bien. Ah ouais, pourquoi pas un E3? Pourquoi pas le Tour des Peut-être Flandres? ou l'Homme le Tour des Flandres, pourquoi pas, mais chez Quickstep quand même, quand il laisse toujours un coureur gagner chez Quickstep, mais c'est jamais le coureur le moins expérimenté, peut-être à part cette année, Casper Asgreen. Ouais, on verra. Donc voilà. Du Bon, coup, on va clôturer l'émission. Bah, merci de nous avoir suivis pour notre deuxième édition. Et puis on va continuer. On va s'améliorer. Merci Loïc, merci Dindon, merci Rudy, merci à tous et puis à la prochaine. Ciao. 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 Craig Lees.